afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Puis, en tant qu'intensiviste, c'était quoi une des situations où vous avez trouvé le pire à gérer, que vous avez trouvé le plus difficile dans votre carrière? Je pense qu'il n'y a pas un moment en particulier, mais des variations sur un thème commun, c'est quand quelqu'un décède et qu'on ne sait pas pourquoi. Des fois, ça arrive là, soudainement. Et le patient se détériore au point où rapidement le choc ou la condition se détériore puis le patient décède. Puis nous, on a envoyé des tests, on a tout fait, puis on n'a pas nécessairement été capable de stopper le processus. Ça devient toujours difficile d'aller voir la famille et de dire, voici de quoi. On peut dire tel processus physiologique a mené au décès, mais qu'est-ce qui l'a causé? Pourquoi le patient ne répondait pas au traitement? C'était-tu un cancer? C'est-tu une maladie qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas diagnostiqué? Je trouve que c'est toujours... Là, c'est plus l'autopsie qui va le révéler. Ouais, c'est pas tous les patients qui vont le faire. C'est pas toutes les familles qui veulent le faire. Donc, tu sais, ça reste aussi... Encore, même si on a parlé que les connaissances, c'est pas juste ça en médecine, mais c'est vrai que ça reste source d'insatisfaction quand tu n'as pas la connaissance qui manque. C'est pas pourquoi. C'est pas pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez le plus en tant qu'intensiviste, justement, les soins intensifs à l'hôpital? Si vous recevez un peu de tout, ouais. Mais qu'est-ce que vous gérez principalement? Des insuffisances respiratoires puis des chocs. Donc, des chocs, ça veut dire quand il y a une déshypotension sévère réfractaire au traitement initial. Donc, par exemple, un choc hémorragique, quelqu'un qui s'exsanguine. Un choc septique, une infection tellement grave que les organes sont atteints puis les pressions chutent. Des chocs anaphylactiques, c'est rare, mais on en voit, mettons, une allergie. Donc, il y a plusieurs sortes de chocs. Choc cardiogénique, une crise cardiaque, le cœur pompe plus, puis là, il faut traiter. Insuffisance respiratoire, c'est l'oxygène usuel, c'est la petite canule nasale, pardon, accrocher le micro. Ouais. Si ça suffit plus, il y a d'autres moyens de donner de l'oxygène. On a de la thérapie à haut débit par oxygène, on a des masques qui poussent de l'air, qui s'appellent les BiPAP, et on a on peut intuber, brancher un patient sur un respirateur artificiel. La trachéo aussi, ça fait-tu partie de ça? Trachéo, c'est quand ça fait trop longtemps que tu as le tube dans la gorge. Ah, OK. Puis là, on va mettre une trachéo, parce qu'on n'a pas été capable de te libérer de la ventilation mécanique. Ça peut pas rester trop longtemps, le tube? Le tube, non. C'est à peu près, on va dire, gros max 3 semaines, plus ou moins. Donc, et la particularité aux soins intensifs, c'est que toutes ces choses-là arrivent rapidement. Donc, par exemple, un anesthésiste va intuber bien plus souvent que moi dans sa vie. Mais lui, il prend quelqu'un qui est en santé, qui arrive pour se faire opérer, a des poumons, en guillemets, souvent normaux, prend le temps, puis il va bien faire ça, puis il n'y aura pas de problème. Nous, il y a une pneumonie, il sature tout croche, puis là, il faut le faire tout de suite parce qu'il est en train de mourir. Fait qu'il y a tout ce côté-là qu'on gère davantage. Puis l'autre grosse population, outre les chocs puis les insuffisances respiratoires, c'est souvent des surveillances de chirurgie complexes. Donc, pour pas qu'il se passe des complications. Donc, ils ont besoin d'un monitoring plus serré, des infirmières, des équipements spécifiques qui vont faire en sorte qu'on est capable de voir ce qui se passe avec le patient plus rapidement pour empêcher la détérioration. Et tout ça fait partie de ce qu'un intensiviste fait. C'est un chef d'orchestre, un intensiviste, de plein d'expertise autour de lui pour les patients les plus malades de l'hôpital, qui souvent ont un ou plusieurs organes défaillants, puis qui ont besoin de soit de médicaments très spécifiques ou de machines qui ne peuvent pas se faire donner ailleurs que sur une unité de soins intensifs. Donc, c'est l'endroit à l'hôpital où il y a du stress un peu partout, mais où, justement, vu que les gens sont en danger de mort, là, c'est ça, soins intensifs, il faut vivre quand même assez bien avec le stress et avec l'adrénaline. Là. C'est pas mal tout le temps dans le tapis, là. Le potentiel est presque tout le temps là, okay. Mais on ne pourrait pas toujours être sur le stress et sur le tapis. Donc, c'est justement, nous, on est capable de prendre des situations stressantes puis de les relativiser. Les relativiser pour être capable de faire notre travail. Parce que moi, je dis toujours, on est tous formés pour bien faire le travail. Puis ce qui nous fait perdre le contrôle, c'est justement le stress, c'est quelque chose qui ne va pas comme il faut. Fait que nous, c'est de
de prendre la situation qui peut être stressante puis de rapidement ramener les gens à leur montrer qu'ils sont capables de faire la chose pour laquelle ils ont été formés. Fait que moi, souvent, quand je vais être sur une situation urgente, les gens vont faire le commentaire qui me voient, ils vont dire « Oh, c'est plus calme que ce à quoi je suis habitué. » Ben, c'est parce qu'on fait sortir beaucoup de gens qui parlent par-dessus la tête des autres parce qu'ils veulent aider, tout le monde veut faire Ils peuvent quelque chose. rajouter du stress pour rien. On prend le temps de se présenter, qui fait quoi, c'est quoi nos rôles. Rappeler toujours qu'on a le contrôle, puis ça va prendre du temps. Puis oui, peut-être le patient va pas bien, mais nous, tant qu'on fait notre travail, on lui donne la meilleure chance de récupération. Donc, c'est peut-être dans ma personnalité, mais moi, ça me stresse pas beaucoup mon travail. Parce que je l'ai découvert quand j'étais résident, quand on allait justement à des codes bleus. Le patient, il est mort. C'est pas ma faute, il est mort. C'est pas mon patient. Moi, je m'en vais l'aider. La meilleure chose que je peux faire, c'est le réanimer. Le réanimer. Sinon, il est déjà mort. Fait que moi, alors que d'autres les stressent comme « Ah, il est mort, faut le relativiser puis... ça. Oui. Donc, d'avoir peut-être, c'est ça, le profil un petit peu plus, de prendre ça de façon différente, ça aide à avoir cette profession-là, d'être plus dans ce domaine-là. Vous avez été, avec la pandémie aussi, vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est arrivé dans le temps de la pandémie. Ouais. Puis ça, je trouve ça bien, parce que même je trouve que c'est une nécessité de santé publique de voir. Puis je suis contente de voir ça, parce qu'on dirait que les grandes institutions sont un peu allergiques de ça, disent non, des professionnels, on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Là, on voit même la SQ, avec des gens de la SQ, démystifier des choses, on voit des... Et ça, je trouve ça bien, parce que tant qu'à avoir de l'information, on va s'assurer d'avoir de l'information avec des gens compétents dans leur domaine. Vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux durant la pandémie, vous avez démystifié plein de choses, vous continuez à le faire, puis on sent que ça vous fait du bien aussi, justement, dans votre travail, dans votre profession. On dirait que ça vient vous donner un petit baume à travers votre profession, puis en même temps, ben, vous informez le public de comment ça se passe dans les hôpitaux. Vous nous faites visiter même des endroits qu'on ne pourrait pas nécessairement visiter, à moins de faire partie du professionnel de l'hôpital. Puis ça, c'est arrivé avec la pandémie, mais vous continuez. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement à vous? Et c'est quoi le retour que vous avez de la population et même de vos pairs par rapport à ça? L'objectif de faire ça, c'est d'humaniser le réseau de la santé. Parce que souvent, quand on écoute les manchettes, c'est toujours du négatif. Puis moi, je dis toujours, on se donne trop de tapes sur la tête puis pas assez de tapes dans le dos. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont bien faites dans le réseau de la santé. Puis c'est des gens au quotidien qui se démènent puis qui se dévouent pour les patients. Donc moi, je voulais leur donner un visage, je voulais leur donner une voix, je voulais expliquer les choses qu'on fait. Et ça, c'est un petit peu TikTok qui a permis de faire ça. Mais avant ça, j'étais sur les réseaux sociaux, sur Twitter, depuis 2015, je crois, parce que toute ma passion pour améliorer les systèmes de santé, elle existait. Je m'impliquais dans différents milieux de ça. Puis Twitter, c'était le bon forum pour expliquer des choses, partager des articles scientifiques. Il y avait beaucoup de journalistes aussi sur Twitter, fait que des fois de commenter une nouvelle pour que les journalistes ensuite puissent mieux comprendre. Donc, et ça, je le faisais très bien, puis j'aimais beaucoup ça parce qu'on se bâtissait une communauté sur Twitter, puis ça, j'aimais ça, interagir, puis recevoir, puis argumenter, puis expliquer, puis tout ça. Puis c'est vraiment durant la pandémie où je faisais des vidéos sur Twitter, on pouvait faire ça, j'aimais ça faire du montage vidéo. Puis, je filmais les infirmières qui par exemple, disaient, on faisait, mettons, des souhaits de bonne année. Fait qu'on filmait les infirmières, je disais bonne année, puis voici ce qu'on vous souhaite. Je pouvais filmer à quoi pouvait ressembler une intubation. Pas sur un patient, mais avec l'équipement, puis tout ça. Puis à un moment donné, sur Twitter, j'avais mis une vidéo durant la pandémie, ça s'appelait « Protéger vos orifices ». On entendait beaucoup de gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Une petite aiguille qui leur faisait mal, puis qui avaient peur de ça. Puis moi, je disais, voici les choses qu'on a besoin de vous faire si vous venez aux soins intensifs avec la COVID. Puis c'est bien pire qu'une petite piqûre. C'est la canule artérielle, la voie centrale, l'intubation, la sonde urinaire, le tube rectal. Fait qu'on disait, protégez vos orifices, faites-vous vacciner. Puis ça avait bien fonctionné sur Twitter. Mathieu Nadeau-Vallée, que vous avez reçu, lui, il était déjà populaire sur TikTok. Il reprend ma vidéo, il a publié sur TikTok 600 000 vues.
il m'écrit, Joseph, c'est une de mes vidéos les plus populaires, faut que tu viennes sur TikTok toi aussi. Puis moi, j'étais comme, ben, TikTok, c'est pour les petites filles qui dansent, là. Il dit, non, les gens vont chercher leur information là-dessus. Et il avait raison. Beaucoup de gens. Surtout la nouvelle Ah génération. oui. Alors, tu sais, j'avais peut-être, je sais pas, 5-6 000 abonnés sur Twitter. J'en ai 70 000 sur TikTok. La seule chose avec TikTok, c'est que je trouve que, tu sais, bon, un, c'est plus de travail se filmer, faire du montage. Puis deux, il y a moins d'interaction. Tu sais, je peux répondre aux commentaires, mais je peux pas envoyer des articles. Je peux pas. Il y a moins cette bilatéralité-là qu'il y avait sur d'autres réseaux sociaux. Fait que j'ai toujours l'impression que c'est juste comme moi qui explique, puis qui montre, puis tout ça. Ça, j'aime un petit peu moins ça, mais ça reste une plateforme très puissante pour humaniser le réseau de la santé, pour améliorer l'esprit d'équipe aussi, parce que, tu sais, souvent, j'avais des infirmières qui disaient « Hey, on devrait faire un TikTok là-dessus. » Fait que ça, c'était le fun pour changer le mal de place un peu. Puis la dernière chose, c'est, tu sais, si ça peut donner le goût à des gens de travailler dans le réseau de la santé, à différents niveaux. Aux soins intensifs. Encore mieux aux soins intensifs à Cité de la Santé de Laval. Ben là, vous vouliez recruter par la bande à travers ça, on a recruté 2 infirmières avec ça. Des gens qui m'ont écrit en disant « Vous avez l'air d'une belle équipe. » Puis là, tu sais, mets en contact avec les ressources humaines puis tout ça. Fait que oui. Puis ça vous permet de faire de l'humour un peu aussi, parce que vous avez parlé d'orifice et vous avez expliqué ce qu'était un trou de cul, parce qu'on vous a traité de trou de cul à un moment donné. Et là, vous avez dit, ben, et finalement, c'est quand même presque pas, c'est pas loin d'être une insulte, parce que le trou de cul a l'anus a toutes ses vertus, et vous avez comme expliqué ça. Et ça aussi, vous faites un peu dans l'humour, mais ça fait comprendre, probablement que c'est inacceptable, là, ce qu'on vit là, par rapport à certaines personnes sur ces médias sociaux-là, parce que c'est pas tous les gens qui en font un bon usage. Mais vous permettez un petit peu de faire de l'humour avec ça. Oui, parce que déontologiquement, je peux pas répondre à l'insulte par l'insulte. Non. Mais avec un petit peu d'humour et de pédagogie, on est capable de transformer une insulte en compliment. Un trou de cul, un anus, c'est extrêmement complexe au niveau anatomique et ça fait quelque chose de très difficile, le contrôle sur la défécation. C'est pas beaucoup d'organes sur lesquels on a le contrôle. Il y a beaucoup de sphincters sur lesquels on n'a pas de contrôle. Mais l'anus, on est capable de choisir quand on veut aller à la toilette puis quand on veut pas aller à la toilette. Et donc, les gens qui sont pas capables de se retenir, de déféquer sur les autres, ben, peut-être qu'il leur manque un trou de cul compétent. Et si on en est un, ben finalement, ça peut être quand même un... on a de la discipline. Plutôt, c'est ça, c'est plutôt un bon mot. Ah oui? Mais puis c'est ça qui est bien, vous démystifiez plein de choses à travers... puis je vois aussi que vous avez un grand respect, vous aimez ça mettre en lumière les autres acteurs du milieu de la santé. Oui. Peu importe, là, vous nous faites rencontrer plusieurs. Il y en a aussi qui quittent le milieu, que vous dites, ben, regarde, tu quittes le milieu pour telle raison. Donc, vous êtes assez transparent et c'est ça qui est intéressant dans ce que vous faites aussi. Oui, je pense que, tu sais, j'ai réalisé qu'on peut parler de politique, on peut parler de règles, de règlements, de procédures. Puis souvent, on se dit, c'est ça qui run un hôpital ou une clinique, c'est tout ce qu'on met par écrit. Mais la réalité, c'est qu'on est des humains qui travaillons avec d'autres humains pour prendre soin d'humains. Mm-hmm. Alors, si nos relations entre humains sont viciées, ben, on n'est pas capable de faire notre travail. Et il n'y a pas une politique ou procédure qui va être capable de remplacer ça. Donc, en comprenant ça, ben, ça me permet de rappeler à moi-même et aux autres que le plus important, c'est de valoriser et d'entretenir ces liens interpersonnels-là. Parce que malheureusement, en médecine, on a cette pensée magique-là qu'on prend pour acquis les relations humaines. Mais plein de gens qui ne se connaissent pas, puis tout d'un coup, ils vont bien travailler entre eux. Alors que c'est pas vrai. Alors que dans n'importe quel autre domaine, on a compris qu'il faut cultiver la confiance, cultiver les relations interpersonnelles pour être capable de bien travailler entre eux. Puis le meilleur exemple que je donne, c'est une équipe sportive. Mettez des joueurs de hockey, là, même s'ils sont élites, là, on le voit, dans le temps, il y avait le match des étoiles là, dans la Ligue nationale de hockey. On mettait les meilleurs vedettes du monde. C'était des matchs qui finissaient 15-14 parce que, tu sais, il n'y avait pas de cohésion, puis les gens ne se connaissaient pas. Mais fais-les pratiquer ensemble. Le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance. Oh, je sais c'est quoi ses forces, je sais c'est quoi ses faiblesses. Si on fait tel genre de jeu, je sais, il va être tout sur la glace. Tout d'un coup, ça devient des équipes beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus efficaces, bien meilleures. Donc on l'a compris dans le sport. On l'a compris dans plein d'autres équipes. Tu sais, un band, là, est-ce que la première fois que tu prends quatre musiciens, tu les mets devant le Centre Bell, ça va bien? Mais non. Ils se sont pratiqués des centaines, des milliers de fois dans leur garage avant de faire le show.
Même chose pour l'équipe sportive. Avant d'aller faire la finale au Centre Bell, la Coupe Stanley, ils sont pratiqués bien des fois à 5 heures le matin dans l'aréna pour savoir leurs forces, leurs faiblesses. N'importe quelle autre équipe a compris que ça prend de la pratique pour finalement être capable de bien performer. En médecine, on s'est concentré sur pratiquer l'expertise individuelle. On dit si tu es très qualifié, plus tu es qualifié, plus tu vas être bon. Puis ici, on prend plein de gens qualifiés et qu'on les met ensemble, c'est sûr que le résultat va bien aller. Mais c'est pas vrai. Multidisciplinaire, c'est mieux. Il faut pas juste avoir des gens de plein de disciplines. Il faut que ces gens-là apprennent à travailler ensemble. Et donc, il faut vraiment beaucoup investir sur la stabilité des équipes. Ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est ni compris ni appliqué dans la façon qu'on pratique au Québec, mais qui est fondamentalement une de mes valeurs et de mes convictions. Qu'est-ce que vous souhaitez là, pour les années de médecine qui vous restent? Qu'est-ce que vous aimeriez qui arrive le plus rapidement possible dans le milieu de la santé? Je serais content si les 3 choses que j'avais mentionnées étaient en place. Valorisation du personnel de la santé, amélioration des outils de travail, puis instauration d'un climat de sécurité psychologique. Là, c'est quoi mon rêve? Comment est-ce qu'on va pouvoir parvenir à ça? Mais je pense que c'est un peu pour la raison pour laquelle je suis sur les réseaux sociaux, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi, mais qui pensent qu'ils sont tout seuls ou que c'est impossible. Fait que ça serait de voir vraiment plein de travailleurs de la santé qui se mettent ensemble et qui disent c'est assez. C'est assez la façon qu'on se fait gérer, qui réalisent leur pouvoir d'influence, puis qui soient capables de dire, et non pas dans des batailles, je ne suis pas en train de dire que c'est une question de monter un syndicat, mais juste d'avoir vraiment des gens du terrain qui disent, écoutez-nous, on est là, on ne vous a pas lâché. Il y a 12 millions d'autres jobs qui pourraient être plus attrayants, mais on est encore là parce qu'on pense qu'on fait une différence pour les patients, pour la population, puis que ces gens-là se fassent écouter, puis qu'on leur donne les outils pour bien faire leur travail, puis pour leur réussite. Et j'aimerais vraiment beaucoup voir aussi beaucoup d'actions mises en prévention puis en promotion de la santé. Parce que, tu sais, on dit on est un système de santé, mais on est réellement un système de la maladie. Tu vas avoir accès au système de santé quand tu es malade. Quand tu es malade. Puis là, on se dit, on n'a pas assez de ressources. La même chose en éducation pour les élèves en difficulté, en trouble d'apprentissage, oui. Puis ça va être les enfants qui sont le plus dans le besoin, qui vont être vus avec des professionnels dans le milieu scolaire. Malheureusement, on n'est pas dans la prévention. Les parents sont rarement dans la prévention aussi. Donc, non, ça aussi en éducation, on est pas mal là-dedans. Ben, je pense que c'est plus facile d'investir. C'est juste que les résultats sont à plus long terme. C'est qu'ils sont dans 10, 20, 30 ans. Puis ça, c'est difficile, je pense, de convaincre un électorat, quand c'est des mandats de 4 ans, de dire « Hey, votez pour moi là, parce que les choses que je vais faire maintenant, ça va être bon dans 20, 30 ans. » Non, c'est ça. C'est dur de gagner des votes là-dessus, mais c'est la chose quand même qu'il faudrait faire. Parce que si on avait moins de gens malades, on serait beaucoup plus capable de soigner les gens qui sont là. Alors que si on fait juste améliorer l'accès, mais que la demande est infinie, on est condamné à juste toujours être dans le trou puis jamais avoir assez de ressources. Fait qu'il y a beaucoup de ça qui devrait être mis de l'avant, puis encouragé. Et l'éducation en fait partie, puis tous les déterminants de la santé, donc briser l'isolement, l'éducation, la nutrition, tout ça. Exercice physique. Mais il y a aussi des cohortes. Moi, je me dis, si on est tant dans le besoin, pourquoi il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ont les notes pour aller en médecine, tout ça, pourquoi ils n'en accueillent pas plus? Je sais qu'ils en accueillent de plus en plus d'année en année. Là. Je pense que cette année, justement, l'Université de Montréal en accueille encore plusieurs centaines de plus. Mais pourquoi on n'ouvre pas les valves puis que, justement, quitte à sortir quelques personnes comme vous pour donner un petit peu plus de formation, pour dire, bon, on va l'avoir, la main-d'œuvre, c'est contingenté. Ben, non, ça fait pas longtemps, là, j'ai juste de commencer. Non, mais pour aller faire de la formation, mettons quelques heures, c'est ça que je veux dire. Pas vous sortir. Non, on veut vous garder à l'hôpital. Mais trop vieux, Joseph. Faites de la place pour les jeunes. Ben non, c'est pas ça que je veux dire. Dans le sens, pour aller donner de la formation. Mettons qu'ils disent, ben, on peut accueillir juste, je sais pas moi, 1200 étudiants parce qu'on n'a pas de prof. Ben, sortez quelques, justement, spécialistes, quelques journées par semaine pour aller à l'université, comme vous faites là, enseigner. C'est ça que je veux dire. Pas vous sortir. On veut vous garder parce qu'on a besoin de vous. Faire l'humour. Ben oui, je suis capable de faire l'humour. Ben, je veux juste être sûre que, non, inquiétez-vous pas, on veut vous garder. En plus d'être à l'hôpital de la ville où j'habite. Fait que c'est sûr que, moi, si jamais, là, voyons,
mettons, en problème en méthode de survie, là, c'est sûr que je vais vouloir que vous soyez là. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je me pose la question pourquoi on contingente justement les accès aux formations par rapport à des étudiants qui peuvent tout de suite aller en médecine. Puis on en accueille juste la 50 % par exemple, qui arrivent du cégep, 30 % qui arrivent d'université. Et là, il y en a d'autres qui vont devoir attendre justement de faire un autre bac, etc. Quand on pourrait peut-être en former plus, puis aller chercher plus de main-d'œuvre à ce moment-là. Puis là, ça vient régler l'histoire des quarts de travail, puis le 100 heures semaine, puis le 36 heures par jour, puis tout ça. Alors, si on augmentait plus de médecins, ça pourrait répondre en partie à certains problèmes. Le problème, c'est que rapidement, on atteindrait la limite des plateaux techniques. Il ne manque pas autant de médecins qui manquent de plateaux techniques, dans le sens où les salles d'op, les hôpitaux, des cliniques. Ensuite, les gens avec qui on a besoin de travailler comme médecins, donc les infirmières, les inhalothérapeutes, tout ça. Donc, autour ça prend pas juste des médecins, là, ça c'est sûr. Ça existe presque plus un médecin qui travaille en solo. Ça existe presque plus parce que les patients deviennent tellement complexes que la meilleure façon de les soigner, c'est par une équipe multidisciplinaire. Et donc, il manque de plein de monde en même temps. C'est pas juste d'augmenter des médecins. Puis même que quand j'étais président de la Fédération des médecins résidents du Québec, on parlait qu'il y avait un chômage médical. On formait des gens parce qu'on avait besoin d'eux pendant qu'ils étaient étudiants puis en formation dans les hôpitaux pour combler les corps défavorables. Mais une fois qu'ils étaient formés, j'avais pas besoin de les engager dans l'équipe de façon permanente. Fait que là, ils se retrouvaient sur le chômage à essayer de devoir trouver un endroit dans une autre province, dans un autre pays, parfois, parce qu'on n'était pas capable de les accommoder au Québec. Puis ça, c'est tout le problème des PEM. Et là, on pourrait dire, OK, la solution, ce serait de laisser plus de place pour le privé. Mais là, ça ouvre tous ces problèmes, le privé en soi, avec potentiellement, qui a accès au privé? Ceux qui peuvent se le permettre. Et donc, de perpétuer des iniquités et des inégalités. Donc c'est pas la panacée non plus. Donc, il y a vraiment... la question est plus complexe que juste former plus de médecins quand tous les plateaux techniques sous-jacents sont derrière de ça. Mais c'est vrai que... médecin de famille, on peut attendre 5 ans d'avoir un médecin de famille. Oui, il y a ça. Mais c'est vrai que parallèlement, le panier de services est très large en ce moment. Le panier de services, c'est quoi? C'est tous les soins qu'on rembourse au Québec. On peut rembourser votre 10e ligne de chimiothérapie. Là. Puis est-ce que c'est sûr que ça va vous aider puis vous guérir? Peut-être pas, mais on va peut-être vous prolonger de 2 mois. Puis là, pour vous, c'est important ce 2 mois-là. Mais si c'est au coût de centaines de milliers de dollars, il faut savoir que ces 2 mois-là, puis ces centaines de milliers de dollars-là, ils ne sont pas disponibles pour la première ligne, justement, en médecine de famille, avec peut-être des problèmes moins urgents, moins menaçants, mais qui ont un impact sur votre qualité de vie. Puis le fait que vous ne pouviez pas vous occuper de vos enfants, peut-être si vous êtes alité parce que vous avez un genou ou une hanche qui ne fonctionne pas, ou d'aller travailler. Donc, il faut savoir que les soins sont des vases communicants. Puis c'est vrai qu'on a beaucoup de soins très, 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 très pointus qu'on rembourse. Puis, est-ce que la population est prête à ce qu'on les rembourse plus? La journée où la madame, elle n'a pas sa 10e ligne de chimiothérapie, puis qu'elle fait la première page du Journal de Montréal parce qu'elle se dit il existe aux États-Unis pour 100 000 $, mais le Québec va le payer, ça fait la une. Puis là, tout le monde dit ça n'a pas de bon sens. Donc, je pense qu'il y a un gros dialogue social à avoir. L'information, beaucoup d'éducation aussi à faire. Des choix à faire. Ouais. Puis là, en ce moment, il y a du triage sur ça. Il y a des choses qu'on coupe. Il y a des services qu'on ne fournit pas parce qu'on n'a pas les moyens. Mais si on avait une conversation transparente puis qu'on se disait, accepteriez-vous qu'on coupe telle affaire pour faire des économies puis être capable de soigner ce sur quoi vous ne voyez pas mais qu'on coupe, peut-être qu'il y a des gens qui diraient oui. Peut-être des gens qui diraient non aussi. Mais on ne l'a même pas, cette conversation-là. Puis moi, je dis toujours, au même titre que si je suis un médecin d'un patient puis que je lui propose des traitements, je veux avoir son opinion puis je veux qu'on soit partenaire dans les soins. Je veux que le patient soit partenaire. Puis ça, c'est un courant très connu, là, le patient partenaire. Ça n'existe plus, le médecin paternaliste. Le patient est partenaire de ses soins. Tout comme pour des traitements individuels, on devrait avoir un patient partenaire. Pour les traitements collectifs, la société, on devrait avoir une population partenaire. C'est quoi justement le patient idéal au niveau comportemental? Je veux dire, quand il arrive à l'hôpital, vous devez soumettre des soins. Vous, ils sont pas mal KO quand vous les voyez. Ils ne doivent pas s'obstiner très fort dans votre département à vous. Mais après, par la suite, la famille aussi qui accompagne ces gens-là en état presque de mort. C'est quoi l'attitude? Ça vient un message à laisser, à donner, de dire,
quand vous arrivez à l'hôpital, que ce soit avec un être cher ou pour vous-même, c'est quoi le comportement idéal d'un patient? Le patient n'a pas à s'adapter à nous, là. C'est à nous de s'adapter au patient, que ce soit parce qu'il y a des problèmes cognitifs, il y a des choses qu'il comprend moins bien, peut-être qu'il est plus impatient ou tout ça. La seule chose, c'est vraiment, des fois, on peut comprendre que ça vienne avec des frustrations d'être malade puis de ne pas avoir eu accès au système de santé. Puis là, quand tu arrives, tu es bien primé. Mais là, c'est pas la faute à la personne qui te voit. Non, non. Fait que, toutes tes frustrations accumulées, peut-être pas de la décharger sur la personne au triage. La réceptionniste. Oui, la personne au triage ou la réceptionniste qui essaie juste de te dire attendez 3 secondes, le médecin. L'agent de sécurité. Le point, c'est vraiment ça. Tant que ça se fait dans le respect, c'est correct d'être franchi, c'est le correct d'avoir des questions, c'est le correct d'avoir des inquiétudes, mais juste de les amener, puis nous, on va vous écouter ça. Nous, le patient, il n'y a pas à s'adapter à nous. Nous, on va s'adapter. C'est notre job, c'est notre rôle, puis il n'y a pas de bons ou de mauvais patients. Là. On les prend tous. Tant que ça se fait dans la patience le plus possible, puis le respect. Là. C'est bilatéral. Nous, des fois, en éducation, on voit, puis dans le milieu scolaire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignants qui partent par rapport au clientélisme et à la toxicité, justement, de certains parents, de certains individus. Donc, je me disais, est-ce qu'en milieu médical, c'est pas aussi une réalité? C'est-tu quelque chose? Puis je comprends, là, les gens sont tous dans leur vulnérabilité, puis bon, vous êtes bien placés pour les accompagner, mais il doit y avoir certains moments où, par le comportement des individus ou des membres de la famille, ça vient comme nuire au travail. Bien, ça, c'est un excellent parallèle. Je le fais dans ma vie personnelle. Donc, tu sais, quand mes enfants sont à la garderie, je fais tellement confiance aux éducatrices. Je me dis, ils ont une expertise pour gérer mes enfants. Fait que j'arrive avec mes questions si j'en ai. Mais après ça, là, c'est eux qui gèrent. Là, puis je leur fais tellement confiance. Puis je suis tellement reconnaissant. Puis ce que je trouve qu'ils font super bien dans les écoles, que nous, on fait moins bien dans le réseau de la santé, c'est communiquer. Tu sais, au quotidien, on a voici ce qui s'est passé avec ton enfant. Là. Puis à l'école, la même chose. Je me rappelle, j'avais des questions un petit peu avec la prof, mais je faisais tellement confiance. Je me dis, moi, si un patient vient me voir avec des questions, ben, je veux qu'il me fasse confiance, que je vais lui trouver les réponses. Puis après ça, il va faire confiance à mon expertise. Donc moi, je me dis, c'est la même chose. Autant moi, je suis formé dans mon domaine, eux le sont dans le leur. Et je leur cède entière confiance dans l'idée qu'ils veulent le bien de mon enfant, de mes enfants, puis dans le fait qu'ils sont experts de leur domaine. Puis si j'ai des questions, ben, je suis sûr qu'ils vont être les bienvenus. Tant que ce n'est pas des demandes, puis des... je me sentirais tellement mal de substituer mon opinion à celle d'un expert dans l'éducation. Fait que, je pense que c'est un petit peu la même chose dans le réseau de la santé. Les questions sont les bienvenues. Quand tu te fais dire quoi faire, là, tu te dis, t'es qui, toi? C'est ça exactement, la confiance. Moi, je dis, je travaille avec ce que vous avez de plus cher à vos yeux. Donc, je travaille avec votre enfant, donc il faut me faire confiance. Si la confiance n'est pas là, ça ne veut pas dire d'être idiot puis de ne pas se poser des questions puis de ne pas relativiser certaines choses, mais il faut faire confiance quand même aux experts. Il faut se rasseoir sur c'est quoi l'objectif, c'est quoi votre but. Puis là, on va travailler pour atteindre votre but. Ça, je suis malléable. Il y a peut-être des choses que j'aurais faites d'une façon, mais je vais les faire différemment pour atteindre votre but. Vous avez écrit un livre, Se soigner, la valeur thérapeutique de l'art dans le milieu de la santé. Donc, puis j'encourage les gens à se le procurer parce que les dons, quand même, ça donne des dons à la Cité de la santé. Parlez-moi de ce livre-là, d'où c'est né, puis vous l'avez écrit, vous avez quand même, vous avez des textes qui sont de d'autres professionnels aussi. Oui, c'est un collectif artistique, 33 travailleurs de la santé qui ont écrit, qui ont peint, qui ont sculpté. Puis on a pris toutes ces œuvres-là, puis on les a fait publier par carte blanche au profit de la Fondation Cité de la santé de Laval. Pourquoi est-ce que ce projet-là est né? Un petit peu tantôt, quand vous me disiez qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui fait que je suis encore là, c'est que quand je vois un problème, j'essaie de trouver une solution. Il y avait une grande détresse psychologique durant la pandémie, puis on a comme rapidement tourné la page. Puis je pense qu'il y avait des gens qui avaient encore envie de dire des choses, mais on leur a pas donné la chance de le dire puis de l'exprimer. Fait que moi, j'avais fait un appel à tous. J'ai dit, avez-vous... c'est pas tout le monde qui a les mots, mais des fois de dire, y en a-tu parmi vous qui font de l'art? Est-ce que ça peut être une façon de vous exprimer via l'art? Puis moi, je vais tout colliger ça, puis je vais essayer de le publier. Puis c'est ça qu'on a fait. Ça a pris 3 ans. Mais on a 33 artistes, une centaine d'œuvres. Moi, j'ai écrit une préface, puis j'ai écrit un texte narratif. Il y a des préfaces de Patrick Lagacé là-dedans, Olivier Niquet, Mylène Paquette. Des gens qui ont lu et vu les œuvres, puis qui ont été capables d'évoquer la nécessité d'un tel ouvrage. Parce que quand les gens le lisent ou le regardent, on demande aux artistes de leur parler de leur pandémie.
qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la pandémie, puis pourquoi l'art a été important. Puis il y a beaucoup de gens qui se rendent compte, ah, ben ouais, moi aussi, je suis passé à autre chose dans ma vie, puis j'ai mis la pandémie derrière moi, mais il y avait encore des choses Ça a été un closer, gros à morceau, débriefer, là. ouais. Ça a duré longtemps, là. Des gens qui se sont dit, je pensais pas avoir ces émotions-là en moi, mais j'avais besoin de les vivre. Puis ce livre-là m'a permis de les vivre, puis ça leur a amené un petit peu juste le terme en anglais, là, de closure. À fermer la boucle de la situation, puis de cet événement-là Ouais. planétaire là, qui a été vécu. Puis pour les artistes, justement, qui avaient encore ces choses-là à exprimer, ben justement, de les amener aussi à boucler la boucle sur leur expérience. Puis tout ça, ça vise à accomplir un peu ce dont je parlais tout à l'heure, le besoin de reconnaissance. On prend les gens pour acquis, on prend ce qu'on fait pour acquis. On est capable de mettre sur pause, de dire non, ce qui a été fait, là, c'était incroyable. Je pense que ça peut intéresser n'importe qui, même un citoyen qui se dit, bah, les coulisses de la pandémie, à quoi ça ressemblait? Mm-hmm. On l'a tous vécu. Moi, je pense qu'il y a autant d'histoires de pandémie que de gens qui l'ont vécu. Puis ça, c'est un échantillon de on a gens tous à vécu ça de façon différente. Il y en a qui ont fait des virages vraiment là, familiaux là, importants. Là, ça a mis plein de choses en perspective. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 25 prochaines années de service que vous ferez en tant qu'intensiviste? Oh mon Dieu. Parce que ça travaille longtemps, un médecin. Là. Oui, oui. Dans les 25 prochaines années, ben, je pense de garder l'équilibre avec la famille, ma santé mentale, puis de trouver des façons de faire qui nous permettent de mieux prendre soin des patients encore, d'être plus reposés, d'être plus humains, vraiment d'être... on a déjà fait beaucoup de pas dans l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, la multidisciplinarité. Je dis toujours, tu sais, je regarde ça des fois, là, on a eu des patients dans la pandémie là, qui sont restés là, 1 an à l'hôpital. Là, tu te dis, hey, il y a eu plus que 100 personnes qui se sont mobilisées pour sauver cette vie-là, pour prendre soin de cette personne-là. Donc, si on est capable de rendre ça encore plus fluide dans le futur, ces connexions-là, ces liens-là, ce travail-là, d'avoir des outils qui vont nous permettre de passer moins de temps dans la paperasse puis plus de temps au chevet. Moi, je pense que à ce moment-là, je vais pouvoir prendre ma retraite heureux d'avoir eu la chance de prendre soin d'autant de gens en collaboration avec autant de personnes extraordinaires que les collègues avec qui je travaille. Puis si je vous dis de faire un message aux futurs médecins, vous voulez laisser quelques traces, quelques conseils que vous faites quotidiennement avec vos étudiants résidents, mais aux futurs, ceux qui veulent aller en médecine, aux futurs médecins. De le faire pour les bonnes raisons, de garder leur curiosité, puis de rester humain. Parce que c'est facile de se déshumaniser. Puis je pense qu'à ce moment-là, tout le monde est perdant. Toi comme individu, les patients dont tu prends soin, puis les collègues avec qui tu travailles. Puis à monsieur, madame, tout le monde, vous leur diriez quoi? Votez pour des gens qui vont faire de la prévention puis de la promotion. Non, mais il faut que ça vienne du public. Il faut que les gens se disent non, c'est un enjeu électoral. On veut quelqu'un qui met de l'avant notre santé à long terme et pas juste le système de santé, les hôpitaux, mais la santé populationnelle. Parce que, honnêtement, j'y ai pensé longtemps. Ça fait 20 ans que je pense à ça. Puis la seule solution pour les coûts du réseau de la santé et des services sociaux, là, c'est d'agir en amont. Donc, oui, la santé et tous les déterminants de la santé, le logement, la nutrition, la prévention de la maladie, vaccination, tout ça, l'éducation. Si on a une population plus éduquée, c'est des gens qui réussissent mieux et qui sont plus en santé. Fait qu'il faut valoriser ça aussi. Et donc, de dire comme population qu'on est prêt à ça, on est prêt à prendre ce genre de décision-là. On veut maintenant que ça soit sur l'agenda politique et qu'on se fasse présenter des options. La politique, ça vous tenterait pas? Ben non. Non? Ben non, parce que pour 3 raisons. La première, c'est que même si ça me tentait, ça serait pas mon choix. Ça serait un choix que j'imposerais à mes enfants aussi, puis à ma famille. Puis je serais pas prêt à ça. Tu sais, déjà, moi, juste parce que je suis un médecin sur les réseaux sociaux qui dit d'aller aux gens de se faire vacciner, là, ben je reçois des menaces de mort, puis je dois aller à la police. Fait que les pauvres politiciens, là, je suis sûr là-dedans, il y en a beaucoup qui sont super bien intentionnés, là. J'ose pas imaginer l'enfer que vivent leurs enfants puis leurs familles. Donc, je voudrais pas faire subir ça à ces gens-là. Mais les 2 autres raisons, c'est aussi simplement que
d'un point de vue politique, je suis pas encore sûr que moi, je m'identifie à un parti politique pour être capable de dire « Hey, j'y crois ». Puis j'ai toujours dit, en fait, moi, je pense que si j'allais en politique, la seule véhicule, il faudrait que je fonde mon propre parti, là, puis on serait le Parti pour la gloire. Mais on est vraiment dans le même sens. Moi, je veux pas avoir le langue liée parce que justement, à partir du moment où tu es dans un parti politique, ben tu dois avoir la langue liée. Tu es la langue liée. Bon, Oui. des fois, c'est par naturellement, on a une éthique professionnelle, etc. Si vous avez le collège des médecins qui vous régit, mais c'est ça. C'est exactement ça ma troisième raison. C'est que je suis pas prêt à faire le deuil de ma pratique médicale. J'aime trop encore les patients pour faire ce que je fais pour être capable de dire oh, non, je vais aller faire de la politique, je vais faire autre chose. J'aime trop encore ce que je fais. Ben, en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et je ne sais pas si, je pense que vous aviez regardé un ou quelques podcasts, dont celui avec Mathieu, mais est-ce que vous avez vu que je remets des diplômes à la fin? Oui, j'ai vu ça. Mais honnêtement, j'avais oublié. C'est vrai, je l'ai vu. Ça sera pas votre premier, Ben ça non, c'est mais sûr et voyons certain. donc, Mais c'est un diplôme du cœur, c'est un Oui. diplôme humain. Vous êtes un médecin humain très près de ses patients et de la population générale. Alors, c'est un certificat, puis écoutez, j'en ai écrit pas mal de choses. Ça m'en a repris 2. Donc, certificat d'engagement décerné à Dr Joseph Dahin pour son engagement envers la profession qu'il a choisie et ses patients, pour les nombreux diplômes obtenus, les distinctions méritées, les affiliations et l'appartenance qui y est rattachée, pour les marques de reconnaissance reçues, les services communautaires et les actes de bénévolat effectués, pour les nombreuses implications en tant que membre au sein de plusieurs comités, pour toutes les heures d'enseignement offertes et les recherches supervisées, pour les étudiants formés, accompagnés et inspirés durant leur parcours, parce qu'il rend le milieu médical accessible au public en lui faisant découvrir ses différents enjeux et aspects, pour sa transparence, sa dévotion et l'amour de sa profession, pour le respect démontré envers ses nombreux collègues, toutes spécialités et professions confondues, pour les désinformations contrées et enrayées, ainsi que pour les détracteurs déboutés, pour les nombreuses vies sauvées et les familles réunies grâce à ses interventions, pour le temps partagé entre ceux auxquels il sauve la vie versus ceux qui partagent la sienne, parce qu'il nous fait découvrir la médecine différemment et change le monde à sa façon, parce qu'en compagnie de ses collègues, il arrive à faire de la santé une fière cité. Oh. Petit clin d'œil à votre milieu de travail. Ouais. Parce qu'il pratique et exerce le don de soi, tout simplement. Merci, Dr Dahin. Merci à vous. Je vais prendre ma retraite avec ça. Non, c'est pas ça le but. Mais bref, vous pourrez, dans les moments les plus difficiles, puis là, je vais corriger parce qu'on avait le E qui était là, fait que je voulais comme respecter ça. Mais vraiment, je pense que quand vous aurez des moments plus difficiles, parce que je sais qu'il y en a quand même, puis en tant que leader, souvent, les moments difficiles, on les regarde moins, on dirait, parce qu'on s'occupe de notre équipe. Hein? C'est comme un bon père de famille. Quand on est chef de département, quand on est leader d'une situation, souvent notre état à nous, c'est facile de le nommer, c'est facile d'en parler, c'est facile de reconnaître la détresse des autres, de nos équipes, des gens qui nous entourent, mais souvent, ça nous empêche de regarder la nôtre ou de voir la nôtre en premier. Alors, ça sera votre outil. Vous le mettrez bien où vous voulez. En tout cas, j'espère que vous le mettrez en évidence à un moment donné à un endroit où vous allez pouvoir dire, ça, là, c'est le monde. C'est mes patients qui me remettent ça. Puis c'est la société en général. Ça me touche, Madame Potvin. Merci. C'est tous ceux qui vous apprécient sur TikTok et ceux vraiment à qui vous rendez énormément service. Puis tous ceux à qui vous avez sauvé la vie, puis en nom de leur famille aussi. Vous êtes incroyable. Oh, mais non, je vous remets le compliment. Vous sauvez pas mal plus de vie que moi. On essaie. Oui. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, pour un fils qui s'en va en médecine, qui aimerait faire ça pour le moment, je ne sais pas s'il va changer d'idée, mais je suis vraiment rassurée de voir qu'il aura des gens comme vous sur sa route. Ah, il y a plein de gens. Je sais que vous n'êtes pas le seul. Non, il y en aura plein. On en a déjà rencontré plusieurs. Puis des beaux modèles, puis des personnes qui vont pouvoir justement l'amener à être peut-être le meilleur médecin possible, le meilleur spécialiste possible. Alors, je vous remercie grandement. Puis ce n'est que nous revoir, certainement. Puis j'invite les gens à se procurer votre livre. C'est toi de la Fondation. En don, naturellement, à la santé. Oui. À la prochaine. À la prochaine, Mme Potvin.